Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation de l'auteur, présentent Frida Kahlo, autoportrait d'une femme, de Raoud Aramis, interprété par Catherine Gauthier. Mon corps est un marasme, et je ne peux plus en réchapper. Tel l'animal sentant sa mort, je sens la mienne prendre place dans ma vie et tellement fort qu'elle m'ôte toute possibilité de combattre. On ne me croit pas, on m'a tant vu lutter. Je n'ose plus croire que je pourrais me tromper, ce genre d'éclair se fait rare. Mon corps va me lâcher, moi qui fus toujours sa proie. Proie rebelle, mais proie. Je sais que nous allons l'un l'autre nous anéantir. La lutte n'aura donc livré aucun vainqueur. Vaine et permanente illusion que de croire que la pensée, intacte, peut se détacher de cette autre matière faite chair. Ironie du sort, encore je voudrais avoir la capacité de me débattre, de donner des coups de pied à cette odeur d'éther, à mon odeur d'alcool, à tous ces médicaments, inertes particules qui s'entassent dans leur boîte, à l'asepsie jusque dans leur graphisme, et pourquoi? À mes pensées en désordre, à l'ordre que l'on s'efforce de mettre dans cette chambre, aux cendriers, aux étoiles. Les nuits sont longues. Chaque minute m'effraie, et j'ai mal partout. Partout. Et les autres se font un souci que je voudrais leur éviter. Mais que peut-on éviter aux autres quand à soi-même on n'a pu déjouer aucun sort? L'aube est toujours trop loin. Je ne sais plus si je la désire, ou si c'est m'enfoncer plus profond dans la nuit que je veux. Oui, peut-être bien. Plutôt en finir. La vie est cruelle de s'être autant acharnée sur moi. Elle aurait dû mieux distribuer ses cartes. J'ai eu un trop mauvais jeu. Un tarot noir dans le corps. La vie est cruelle d'avoir inventé la mémoire. Comme les vieux qui recouvrent en nuances leurs souvenirs les plus anciens, au bord de la mort, ma mémoire gravite autour du soleil. Et qu'est-ce qui l'éclaire? Tout est présent. Rien n'est perdu. Comme une force cachée qui vous élance pour vous stimuler encore, à l'évidence qu'il n'y aura plus de futur, le passé s'amplifie. Ses racines grossissent, tout en moi est rhizosphère, les couleurs se cristallisent sur chaque strate. La moindre image touche à son absolu, le cœur bat crescendo. Mais peindre tout cela est à présent hors de portée. Oh, Doña Magdalena Carmen Frida Kahlo de Ribera, Sa Majesté la boiteuse, 47 ans dans ce plein été mexicain, usé jusqu'à la corde, la douleur terrassante comme jamais. Vous voilà bien dans l'irréparable. Vieux Mictlantecutli, Dieu délivre-moi. D'où Wilhelm Kahlo. Mon père, Guillermo Kahlo, était très intéressant. Ses gestes, sa démarche étaient assez élégants. Il était tranquille, travailleur, vaillant. Frida Kahlo. Il s'appelait Wilhelm. Il était né à Baden-Baden en 1872, fils de Jakob Heinrich Kahlo et d'Henriette Kaufmann-Kahlo, juive de Hongrie. Lorsque commence cette histoire, il avait 18 ans. Un tout jeune homme, pas très grand, maigrichon, d'un caractère plutôt réservé, mais sans conteste sensible et intelligent. D'ailleurs, il aimait la musique et la lecture. Il avait le front haut et d'immenses yeux clairs, de ces yeux dont on n'arrive jamais à discerner s'ils sont dans la mélancolie ou le rêve, présents ou absents, ailleurs.
Dans cette fin d'adolescence qui le laissait livrer à l'indécision d'un tournant qu'il ne savait dans quel sens prendre, un événement décida pour lui. Sa mère mourut. Une année s'écoula, au cours de laquelle Jakob Heinrich Callot se remaria. Mais Wilhelm ne supporta pas sa belle-mère. Histoire banale. Une corde, là, en silence, était en train de rompre. Le lien le rattachant à sa famille doucement s'effilochait dans la douleur de cette mort. Dans le brouillard de la ligne d'horizon, il y avait un tout petit point, d'une autre couleur, le point de fuite. Il fallait le saisir. Le carillon de la pendule venait de sonner 7 heures du soir, lorsque Wilhelm entra dans le salon où se tenait son père. Un salon aux proportions intimes, tout en boiserie, en velours, en apron. Il salua et fit quelques pas jusqu'au piano crapaud près de la fenêtre, à côté duquel il s'arrêta. Sans regarder son père, Wilhelm commença. « Je veux partir d'ici. »« Partir ? Partir ? Oui. Mes études à Nuremberg ne me valurent rien, je ne le sais que trop. Elles t'ont fait perdre espoir et argent. » Jakob Callot resta silencieux. Avec son doigt, Wilhelm dessinait des figures imaginaires sur le dessus verni du piano. « Comme l'épilepsie, » reprit Wilhelm. « Cela n'a rien arrangé. Et cette disparition. Je veux dire, ma mère. Et tu partirais où ? Oh, loin de l'Allemagne. Ah, parce que tu veux quitter le pays aussi. Cela veut donc dire t'en choisir un autre. L'Amérique. Il y a là-bas trop de monde déjà, mon fils. Un rêve sans espoir est un rêve qui tue. Les yeux de Wilhelm Callot s'agrandirent encore plus, comme si en eux soudain toute la distance entre l'Europe et l'outre-Atlantique se reflétait. Ils devinrent plus sombres, comme si la houle de l'océan ancrait d'ultramarine leurs iris. « L'Amérique est grande, » dit Wilhelm. « Je ne suis pas obligé d'aller au nord. J'ai regardé la map monde. Je peux aller vers le sud. Il y a le Mexique. » Jakob Callot écoutait, attentif. « Je vais réfléchir, » dit-il enfin. « La bijouterie n'est pas une mine d'or. Je vais faire mes comptes et voir ce que je peux faire. » Il se leva du fauteuil où il était assis, s'avança vers la porte, revint en arrière, en direction de son fils. « Wilhelm, regarde-moi. » Dans la pénombre, doucement, la jeune silhouette se tourna vers son père. « Dis-toi bien qu'à partir très loin, on prend le risque de ne jamais revenir. Tâche d'être sûr de ce que tu veux. Sûr. Oui. 19 ans à Baden-Baden. Wilhelm Callot sortit marcher un peu dans les rues pour se convaincre, si besoin était encore, que Baden-Baden n'était que cela. Une ville d'eau tranquille et sage, languissante sauf pour les gens de passage, pour qui tout était promenade, plaisir de la villégiature, préoccupation n'ayant trait qu'à la détente, à la santé, aux causeries faciles. D'ailleurs, dans tous les livres qu'il avait lus, jamais il n'avait trouvé une allusion à Baden-Baden. Dans quelques chansons, cela se pouvait, mais le souvenir lui échappait. On entendait raconter sur l'Amérique tant de choses. La colonie juive qui s'entassait à Esther Street, à New York, la colonie italienne qui ne savait que faire de terres à perte de vue en Argentine. Qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Comment savoir? Au fond, peu importait à Wilhelm. Si les rues de Baden-Baden, quel que fût l'itinéraire pris, ne semblaient mener que vers une porte close, cet ailleurs lointain ouvrait dans son esprit des fenêtres par où s'engouffrait la lumière. Il se sentait capté par elle, bien que, à ce moment-là, elle ne l'éclairât pas, mais plutôt l'aveugla.
Dans cet éblouissement, le nom « Mexique » se détachait. Magique et libératoire comme un mot de passe. Il percevait des couleurs, imaginait des peaux cuivrées, des plantations de cactus, des vêtements et des musiques invraisemblables, des jungles inexplorées. Mais c'était tout. Son exaltation à partir ne lui permettait pas d'ordonner ses idées, les quelques connaissances acquises, et puis il avait conscience d'être trop imprégné de culture allemande pour pouvoir encore s'immiscer avec justesse dans ce fouillis flamboyant qui devait l'attendre sur l'autre rivage. Passèrent quelques jours où Jacob Callot regardait son fils avec un mélange de circonspection et d'admiration. Un silence tacite était de rigueur entre eux. Un soir, tard, il le convoqua pour lui annoncer qu'il lui donnerait l'argent nécessaire pour le départ. Passèrent quelques semaines de préparatifs, durant lesquels Wilhelm, tour à tour, se sentait angoissé par la moindre démarche à effectuer et subjugué par l'aventure dont il allait être le protagoniste. Jamais il ne douta de la décision prise, mais il eut soudain l'impression de se mettre à marcher à tâtons. Jusqu'au départ. Hambourg. L'agitation de la ville. L'odeur du port. Les malles. Quelques billets dans les poches sur lesquels étaient griffonnés des noms, des adresses, ceux de l'ami d'un voisin, ceux du neveu d'une dame professeure de musique. Le remue-ménage sur le quai. L'excitation. Le bric-à-brac des bagages entassés entre cordages, ferrailles, caisses et sacs de marchandises. Les dockers, les cris. Prendre le large. Lorsqu'il posa le pied sur la passerelle du bateau, Wilhelm se sentit vaciller. Sous les hurrahs, les pleurs, les mains et les mouchoirs agités, le bateau se détacha enfin du quai. Sur le pont, au milieu de la cohue, Wilhelm n'eut soudain plus aucune pensée. Toute l'attention qui avait précédé le départ d'un coup tomba. Tel un étendard, seule la dernière phrase que lui avait dite son père tremblait dans le brouillard de sa tête vidée. « Ich bin bei dir ». D'où Mathilde Calderon. Les Aztèques l'avaient appelée Huasayac, endroit où pousse la calebasse. Les Espagnols la rebaptisèrent Oaxaca. C'est au sud-ouest du Mexique, une province où les montagnes vont vers la mer, le vert touche le rose qui touche au mauve qui atteint le bleu du Pacifique. Des pentes arides jouxtent une flore enchanteresse. Parfois, le soleil est si fort qu'il vous brûlerait le cœur. On dit que les femmes d'Oaxaca sont belles. Chef-lieu de la province, la ville du même nom où naissait en 1876 Matilde Calderón y González, fille d'Isabel González y González, de souche espagnole, et d'Antonio Calderón, de souche indienne. Oaxaca est parsemé d'églises, vertes surtout, mais aussi blanches, ocre et dorées, au relief tarabiscoté, dont les parois renferment baldaquins, vierges, couronnements, niches, saints, Christ, reliques, ex-voto, cierges et prières. L'ivresse du baroque, les instruments du culte, la pureté de la foi. La Vierge de la Soledad protège la ville. Oaxaca, pourtant, n'est pas une ville déserte, bien plutôt animée. Et la maison des Calderón elle-même ne fut jamais un sanctuaire de solitude. Mathilde était l'aînée de 12 enfants. Cette place dans la famille lui donna une certaine force de caractère et lui apprit à se débrouiller avec tous les travaux domestiques. Elle était vive d'esprit, mais ne disposa guère de temps pour s'instruire. Elle reçut la formation dont avait besoin une jeune Mexicaine pour contracter mariage en temps voulu. Peut-être pour compenser son manque de culture,
ou simplement parce qu'elle l'avait hérité de sa mère, élevée dans un couvent, Mathilde vécut sa vie durant dans une grande ferveur religieuse. Quant au code moral en vigueur alors, elle avait de qui le tenir pour l'appliquer. Son grand-père maternel avait été un général espagnol. Mathilde était droite, dans ses idées comme dans son port de tête. C'était une femme petite, brune. Elle avait de très jolis yeux et une bouche très fine. Elle ressemblait à une clochette d'Oaxaca, où elle était née. Lorsqu'elle allait au marché, elle serrait joliment sa ceinture et portait coquettement son panier. Très sympathique, active, intelligente. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle savait seulement compter l'argent. Frida Kahlo. Son père, Antonio Calderón, photographe de daguerréotypes de son métier, dut partir pour raisons professionnelles s'installer à la capitale. Toute la famille s'y transféra. Un tel déménagement n'était pas une mince affaire. Il relevait presque de l'expédition. Mais une grande famille, pour pouvoir fonctionner, a une règle d'or, l'organisation. Grâce à quoi tout devient possible. Chez les Calderón, la règle fut plus que jamais appliquée à la lettre. Chaque chose put ainsi être faite en temps et en heure. Durant 1 mois, les occupations ne manquèrent pas. Mais il n'y eut pas de place pour l'affolement, ni les états d'âme, ce qui évita des complications. À la veille de partir, accompagnée de sa mère, Mathilde alla prier une fois encore la Vierge de la Soledad. Elles entrèrent dans l'église. Ici et là, des gens agenouillés confiaient à la Vierge leurs tourments et leurs espoirs. Mathilde se sépara de sa mère et approcha de la grande Vierge qui se trouvait au-dessus de l'autel, dans une vitrine dorée. Cette Vierge sombre, c'est Marie après la mort de son fils, seule et endeuillée. Tout de noir vêtue, le velours brodé de fleurs de lys et de volutes d'or, couronnée, émouvante. Le visage de la Vierge apparut à Mathilde plus pur que jamais, et ses yeux baissés la laissèrent admirative devant cette sobre résignation à la douleur. Mathilde pria pour les siens, elle pria pour elle, elle demanda à la dame en noir de lui accorder le visage de sa dignité dans cette tristesse que lui causait l'idée de devoir quitter Oaxaca, de l'empêcher de pleurer. Elle ferma très fort ses yeux, et quand elle les rouvrit, elle eut l'impression que la Vierge avait légèrement bougé, que la perle accrochée au milieu de son front se balançait imperceptiblement, qu'elle jetait un éclat qui n'était adressé qu'à elle, Mathilde, pour qu'elle le gardât au fond de son cœur, telle une petite lumière qui la guiderait sur les chemins inconnus de sa nouvelle vie. Mathilde chercha sa mère des yeux, s'agenouilla auprès d'elle, les mains jointes contre sa poitrine. Et elles prièrent toutes deux, côte à côte, dans un silence complice. En se relevant, dans un froufroutement de jupon, sa mère lui donna une tape sur l'épaule. « Bien, allons-y. » Elles firent le signe de croix et sortirent, se frayant un chemin sur le parvis entre les mendiants, les vendeurs de breloques, les enfants toujours à attendre. L'air était chargé d'une odeur d'encens et d'épices. Comme elle marchait, sa mère lui dit « J'espère que tu n'oublieras jamais Notre-Dame de la Soledad. » « Non. Quand tu seras plus âgé, tu verras combien on se sent seul. Alors, tu te souviendras d'elle. Et à l'intérieur de toi, tu lui parleras. Et elle t'aidera. » Oui. Et puis on dit aussi que plus les villes sont grandes et pleines de monde, plus on risque non seulement de s'égarer, mais de se retrouver très seul, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mathilde n'avait pas envie d'entendre parler de ces choses-là. Elle éprouvait une sorte de peur contre laquelle elle ne pouvait rien. Et quand je ne serai plus là, un jour,
elle continuera d'être ta mère. Il est bon d'avoir toujours quelqu'un à qui s'adresser. » Mathilde esquissa un grand sourire. Elle se sentait réconfortée. Une union. C'est à la veille du nouveau siècle que Wilhelm Callot arriva au Mexique et s'installa à Mexico. Il ignorait qu'il entrait dans un monde qui, depuis ses racines, avait toujours été profondément violent. Et le serait encore. Le pays venait de vivre des décennies de lutte de libération nationale. Guerre sans trêve ni repos, guerre à nos ennemis, jusqu'au jour où leur race détestable, impie, ne trouvera même pas de tombe sur la terre indignée. Ignacio Ramirez. Aux premières succédèrent logiquement des luttes de pouvoir dont sortit finalement vainqueur Porfirio Díaz. Avec pour devise peu de politique, beaucoup d'administration, le dictateur parvint à donner au Mexique un temps de paix et de prospérité. Dans une structure favorable s'il en est aux émigrants, Wilhelm trouva tout de suite du travail. Comme caissier d'abord, à la Cristalleria Loeb, puis comme vendeur dans une librairie. Pas à pas, l'intégration se faisait. Les coutumes, la langue étaient acquises. La vie s'organisait dans sa totalité. Le temps passait. Quelques 7 années s'étaient écoulées depuis que Wilhelm, devenu entre-temps Guillermo, avait posé le pied sur cette partie du continent américain. Lorsqu'il rencontra Mathilde Calderón à la bijouterie La Perla, où ils étaient tous deux employés. Guillermo, qui s'était marié en 1894 à une Mexicaine, se retrouva soudain veuf. Sa jeune femme mourut en couche en donnant naissance à leur seconde fille. La nuit où sa femme mourut, mon père appela ma grand-mère Isabelle, qui vint avec ma mère. Il était très amoureux d'elle, et ils se marièrent peu après. Frida Kahlo. Si Guillermo portait en lui un deuil récent, Mathilde avait aussi le sien. Un fiancé allemand qu'elle avait eu s'était suicidé sous ses yeux, laissant en elle une marque brûlante comme un tatouage, et presque indécente. Il est probable que sa rencontre avec Guillermo Kahlo, autre Allemand, allait inconsciemment, sinon remplacer, du moins apaiser cette perte vécue. De plus, Guillermo Kahlo était un bon parti. Il avait un emploi convenable et, à son avantage, le cachet, la patine que l'Europe donnait à ses natifs. Une supériorité indéniable dans l'échelle des valeurs mexicaines. Mais Mathilde l'aima-t-elle jamais? Le pouvait-elle? Le premier homme ne mourut jamais en elle. Et la violence de sa disparition ancra davantage encore le souvenir de lui. Toute sa vie, elle conserva précieusement, dans une pochette en cuir fin, les lettres qu'il lui avait écrites. Mais ce sont des choses dont il n'aurait pas été correct de parler. Un sale souvenir. Guillermo, lui, aimait sincèrement Mathilde. Il aimait son allure, sa grâce, ses yeux noirs si vifs, et cette peau que la terre et le soleil mexicain avaient à jamais teintée. D'un autre côté, c'était une femme droite, solide. Il le sentait à chacun de ses gestes. Il aimait ce mélange de sensualité et de rigueur qu'elle dégageait. Il savait la blessure qu'elle retenait, contrecarrée par une force naturelle. Il voulait cette femme-là. « Vous n'allez plus retourner dans votre pays ?» lui demanda-t-elle un soir où il était venu la prendre pour une promenade. « Oh non, maintenant ma vie est ici. J'ai changé de pays tout à fait. » « Et vous ne vous languissez pas de l'Allemagne, jamais ?»« Je n'y pense pas. Il m'en reste le meilleur, sa musique, ses livres. » « Et votre langue, ça ne vous fait pas drôle de ne plus la parler ?»« Je la lis surtout. Mais il m'arrive de la parler de temps à autre avec des amis allemands.
Elle sonne si dure, votre langue. Parfois, mais elle sait très bien dire les choses belles et graves. Wer spricht, vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit. Will tiefe, tiefe Ewigkeit. Frédéric Nietzsche. Guillermo s'arrêta de marcher, ferma les yeux, esquissa un mouvement avec ses mains comme s'il allait encore réciter ou seulement parler, mais les mots ne vinrent pas. « Évidemment, je ne comprends rien », dit Mathilde d'un air désolé. Et elle secoua la tête qui dégagea un parfum de violette. Tandis qu'elle remettait en place une mèche de son chignon, Guillermo poursuivit. « Écoutez bien, ce sont des vers écrits pour vous et pour moi. Toute douleur est passagère, mais toute jouissance requiert l'éternité, la profonde, profonde éternité. Pour vous et pour moi. » Mathilde resta songeuse. Il faisait sans doute allusion à sa femme morte, à son fiancé mort. Elle essaya de se répéter les vers. Toute douleur est passagère. La suite lui échappa. « Excusez-moi, vous êtes croyant ?» demanda-t-elle à brûle-pourpoint. « Je suis juive de naissance, comme vous savez déjà, mais athée par conviction. Et romantique par moments. » Il prit un air amusé, souriant pour lui-même. « Ne vous inquiétez donc pas, » finit-il par dire. « Je respecte votre religion. » « J'espère bien. » Et Mathilde Calderón épousa Guillermo Caló. Cela se passait en 1898. Une maison. Lorsqu'il convola en secondes noces, Guillermo Caló plaça ses deux filles issues du premier mariage, Maria Luisa et Margarita, qui avaient respectivement 7 et 3 ans, dans un couvent. Et le nouveau couple Caló eut une fille, 2, 3, 4. Le seul garçon que le ciel leur accorda mourut à la naissance. Peu après son remariage, comme il changeait de vie, Guillermo Caló changea aussi de métier. Sous l'influence de sa femme et du père de celle-ci, Antonio Calderón, il se mit à apprendre la photographie et devint à son tour photographe professionnel. Il acquit sans peine la technique du daguerréotype. Guillermo savait apprendre et s'adapter. Il n'en était pas à son premier métier. Il possédait en outre une faculté d'observation exacerbée par sa curiosité d'étranger, par la fascination qu'exerçait sur lui le Mexique. Cette nouvelle occupation allait lui permettre de satisfaire la soif de nouveau qu'au départ il était parti chercher si loin de chez lui. Pas à pas, il allait découvrir des lieux peu communs, des facettes de cette culture pour lui toujours déroutantes. C'est pourquoi, tout naturellement, Guillermo ne put s'enfermer dans un de ces studios qu'on trouvait dans toutes les capitales et qui faisaient la fierté des photographes conventionnels et la joie des familles. Ces petites cavernes d'Ali Baba en trompe-l'œil, avec paysages et costumes qui vous menaient en rêve jusqu'en Extrême-Orient, nuages amovibles et ombrelles en papier de soie, carrosses de façade, baldaquins, trônes de plâtre, animaux artificiels, fleurs en tissu, poses de théâtre et sfumatos généreux. Non qu'il manquât d'imagination, mais Guillermo mit celle-ci au service d'un autre registre de détails captés par les jeux d'ombre et de lumière, dévoilés par la justesse d'un cadrage. Le photographe Caló se tourna donc vers le Mexique, presque exclusivement le Mexique. Son beau-père lui prêta un appareil photo et la première chose qu'ils firent fut de parcourir la République. Ils réunirent une collection de photos d'architecture indigène et coloniale et, à leur retour, ils installèrent le premier bureau sur l'avenue du 16 septembre, ce qui n'est pas peu dire. Frida Kahlo. La chance souriait à Guillermo.
En 1904, en effet, on était déjà en train de préparer le futur centenaire de l'indépendance du Mexique. Le gouvernement de Porfirio Díaz confia à Guillermo Caló, alors âgé de 32 ans, le soin de regrouper une série de documents qui seraient publiés dans divers ouvrages célébrant l'événement. L'homme avait une bonne réputation, comme en témoigne un journaliste qui le rencontra pour cette occasion. Sobre, modéré, il possédait cette qualité si rare de savoir écouter, comprendre ce qu'on attendait de lui et y répondre efficacement en faisant des photographies exécutées avec art. À la même époque, la famille s'agrandissant, il fallut songer à trouver une nouvelle maison. Entre deux voyages de Guillermo, ses heures sous le plein soleil et celles qu'il passait dans la chambre noire, les 1001 tâches casanières de Mathilde, le couple parvenait à se retrouver pour quelques courts moments de tête-à-tête. Aucun des deux n'était bavard en germe, mais à leur façon, ce qui devait être communiqué entre eux l'était toujours. « Sais-tu, Mathilde, que je suis en train de devenir le photographe officiel du patrimoine culturel mexicain ? Je vais finir par connaître ce pays mieux qu'un Mexicain. C'est souvent ce que font les étrangers. Voyager. C'est pour ça qu'ils sont partis de chez eux, non ?» Guillermo sentit une pointe d'ironie dans le propos de sa femme, mais n'y prêta pas attention. Il n'était pas dans son caractère d'être polémique, ni de se montrer belliqueux. « Tu as peut-être raison, » dit-il. « De la même façon que tu es tombé juste en me suggérant de devenir photographe. » N'y avait-il pas dans la voix de son mari un ton de moquerie ? Mathilde voulut s'en assurer et le regarda rapidement. De biais. Non. Le visage était sérieux, comme à l'accoutumée. Quand allons-nous trouver le temps de déménager ? Le temps et le lieu. Ça s'impose, en effet. Je peux te dire quelque chose, Guillermo ? Tu peux me dire tout ce que tu souhaites, Mathilde. Et depuis quand y aurait-il des interdits de parole ? Je ne veux pas habiter à Tlalpan. Vraiment ? C'est pourtant plutôt agréable d'habiter hors de la ville. Je préfère habiter plus près du centre. C'est moins tranquille, justement. Le mot sonna comme un argument incontournable. Guillermo regarda Mathilde qui lui tournait le dos, s'affairant au fourneau, à demi accroupie, un torchon dans la main gauche et la droite éventant la flamme pour l'attiser. Il comprenait bien qu'elle pût se sentir un peu seule quand il était en déplacement et préféra vivre dans des quartiers plus animés. Mais, bien que confusément, il comprenait surtout combien la maison était un espace qui appartenait davantage aux femmes qu'aux hommes. La maison était le domaine de Mathilde, par le simple fait qu'elle s'en occupait, virtuellement, plus que lui-même ne le ferait jamais. La cause lui était tout à fait acquise, sans discussion. L'hacienda s'appelait El Carmen. Propriété des Carmélites, elle était sise au coin de ce que sont maintenant les rues Londres et Allende, dans le quartier de Coyoacán. Elle fut démolie et son terrain liquidé. Lors de la vente, Guillermo Caló réussit à en acquérir une parcelle de 800 mètres carrés. Il y fit construire une maison dont le plan initial était rectangulaire, incluant quelques espaces intérieurs à ciel ouvert. C'était la Maison Bleue. Un nom, mais surtout une réalité. Elle fut peinte tout en bleu, dehors et dedans. Presque un rêve. À peine 2 décennies plus tard, certaines de ses habitantes allaient la rendre célèbre, et nombre de ses hôtes et de ses visiteurs. Un demi-siècle après sa construction et quelques modifications architecturales, elle deviendrait même un musée. Mais nous n'en sommes pas encore là. Qu'est-ce que j'ai pu rire ? Ils n'ont jamais su que faire de ma date de naissance. Est-elle née le 6 juillet 1907 ou bien le 7 juillet 1910 ? Je me suis bien amusée à les regarder se dépatouiller. Tous, prétendus biographes, universitaires, journalistes, étudiants, amis, se confondaient, se sentaient obligés de justifier. Tantôt, ils se plaisaient à imaginer que ma vie,
racontées ou non par ma bouche, ne pouvaient qu'être fables ou mythes. Ils avaient besoin de se persuader à tout instant que chacun de mes actes, chaque événement survenu, devait participer du personnage Frida Kahlo. D'autres s'angoissaient, leur besoin d'honnêteté effarouchée, de ne pouvoir se saisir de la vérité. À cela, il fallait la date exacte, sans quoi leur conscience éprouvait des malaises d'almanach, drôles de vertige. Où l'on s'accordait, une manière de résoudre la question, à me taxer d'un peu folle, ce qui avait l'avantage de ne faire de mal à personne et de rassurer tout le monde. Et moi, tel le lutin. Et moi, espiègle. Et moi, joueuse. Comme ils oublient tous, sans cesse, que dans ce pays, plus de la moitié de la population ne connaît pas sa date de naissance, par pure ignorance ou parce que tout le monde jongle allègrement au gré des intérêts administratifs. Et que j'en suis de ce pays d'anarchistes de circonstances, d'énigmatiques, de sorciers, d'illuminés, d'escrocs violents. Descendants de Mexicas, de Tonalpuques, pour qui le jour et l'heure de naissance étaient fonction des augures qui se tramaient entre astres et dieux, force d'en haut, force d'en bas, points cardinaux, malignites, sacrifices et rituels. Comme ils négligent, bizarrement, que la plupart des gens rêvent de changer de prénom, de tête, quand ce n'est pas de peau, de vie. Alors moi, oui, j'ai troqué ma date de naissance. Mais jamais non, mon prénom, ma peau, ma vie. Je veux dire, avec tout ça, je n'ai jamais triché, même si parfois j'aurais bien troqué ma peau contre n'importe quoi. Oh oui, y compris un épi de maïs. Je suis née avec une révolution. Qu'on se le dise. C'est dans ce feu-là que je suis née, portée par l'élan de la révolte jusqu'au moment de voir le jour. Le jour était brûlant. Il m'a embrasée pour le reste de ma vie. Enfant, je crépitais. Adulte, j'ai été tout flamme. Je suis bien fille d'une révolution, cela ne fait aucun doute, et d'un vieux dieu du feu qu'adoraient mes ancêtres. Je suis née en 1910. C'était l'été. Bientôt, Emiliano Zapata, El Gran Insurrecto, allait soulever le Sud. J'ai eu cette chance-là. 1910 est ma date. Frida Kahlo, petite. Lorsque Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón naquit dans la Maison Bleue de Coyoacán, un matin de juillet, le 6, 1907, ses grands-parents paternels, ainsi que son grand-père maternel, n'étaient déjà plus. Accouchement, tout ce qu'il y a de plus normal pour la maman, le bébé était beau et bien portant, et il ne lui manquait rien pour faire la troisième fille de Mathilde et Guillermo, après Mathilde Junior et Adriana, leurs aînés. Rien, a priori, ne laissait présager que Frida aurait plus tard une vie extraordinaire. La seule chose qu'elle eut de particulier alors, c'était son prénom. Guillermo tenait à ce que cet enfant-là eût un prénom allemand. Mais au moment du baptême, le curé s'offusqua. « Vous voulez l'appeler Comment dites-vous ? Frida ?» Le curé fronça les sourcils et prit un air absorbé. Il réfléchissait à la meilleure réponse à apporter. Enfin, il avança. « Ce prénom ne se trouve pas au calendrier des saints, je regrette. » Mathilde tremblait à l'idée que sa fille ne fût pas baptisée. Voilà une chose pour elle impensable. Les démons parsèmeraient la vie de l'enfant et elle ne pourrait échapper à l'enfer. Non, ce n'était pas possible. Il y eut discussion, concession, arrangement. Guillermo avait insisté. « Je veux qu'elle s'appelle Frida. Écrivez-le à l'espagnol si vous voulez, faites-le précéder de 5 noms de saints s'il vous les faut, monsieur le curé. Friede en allemand, c'est la paix.
C'est un très joli prénom, vous savez. Il y a de la force dans sa phonétique, et n'importe qui rêverait de son contenu. C'est bien d'avoir un prénom qui ait une signification. Il y a des pays, et c'est aussi écrit dans certains livres, où l'on dit que le prénom détermine la personnalité. Si nous n'avons pas les moyens de vérifier ici la justesse de telles considérations, rien ne nous empêche de penser qu'elles peuvent être vraies. Rien ne vous empêche alors de l'appeler Maria Paz, par exemple, dit le curé. Ce n'est pas déplaisant. La grand-mère Isabelle, qui était aussi présente à l'église et tenait le bébé dans ses bras, essaya de tempérer les passions. La petite se prénommerait Magdalena Carmen Frida. Les 2 premiers prénoms pour cause de fonds baptismaux, le 3e pour la vie. Frida avait 2 mois à peine lorsque sa mère retomba enceinte. 11 mois après sa naissance, Christina venait au monde. Pauvre Frida, elle n'eut pas le temps de profiter de son statut de petite dernière. Pas d'excès de cajolerie pour elle, d'excès de pouponnage, de câlinerie, de gâterie, pas d'état d'étonnement superflu des parents face à leur progéniture benjamine, pas d'enfantillage exacerbé de la part de cette dernière. Frida n'en fut pas malheureuse pour autant. On la confia à une nourrice indienne qui sentait la galette de maïs et le savon, qui ne parlait pas beaucoup mais chantait des chansons de chez elle, du Yucatan. Sa peau était aussi brune que celle de Frida était blanche. Elle était aussi tranquille que l'enfant se montrait impétueuse. Et puis, de n'être pas trop choyée, c'est bien connu, cela vous dégourdit plus vite. L'enfant était dégourdée, en ce sens qu'elle était vive, alerte, coquine, plutôt autonome et, par moments, plus tard, presque solitaire, autant que faire se peut dans une famille de 4 enfants. Christina était relativement moins éveillée, mais Frida se chargeait de l'être pour 2. Elle aidait sa petite sœur, la protégeait, l'entraînait, la malmenait un peu quelquefois, s'en moquait, s'en jouait, l'adorait. Christina parlait par onomatopée, ce qui agaçait Frida, mais à la fois lui permettait d'être un élément indispensable dans la communication entre Christy et ses parents. Elle écoutait attentivement les balbutiements articulés et s'en faisait la grande interprète. Elles étaient presque toujours ensemble, dans le patio, durant leur bain, pendant le dîner. Frida inculquait à Christina toutes sortes de choses. Christina imitait Frida avec bonheur. Lorsque Frida courait dans la maison, Christina la suivait, poussant des cris. La première se cachait, la seconde se cachait aussi, et il fallait recommencer le jeu. Frida ne porte pas très bien son prénom, fit remarquer Mathilde à Guillermo. Guillermo, assis sur une chaise dans la cuisine, leva lentement les yeux vers sa femme. J'avais dit que c'était un prénom qui, à mon sens, impliquait la force. Paix ne veut pas dire tranquillité végétative. C'est peut-être une capacité à se concentrer. Un refuge, finalement, pour une excessive vitalité. Mathilde haussa les sourcils. Un peu par incompréhension, un peu par défi. Frida sera très intelligente, tu verras. Elle l'est déjà. Il faut se garder du favoritisme, Guillermo. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Je porte la même affection à mes filles, et Dieu aussi, j'espère. Mais il faut dire ce qui est, et je me sens tout à fait objectif en le disant. Frida est plus intelligente que les autres, et le sera davantage encore. Ce n'est pas parce qu'un enfant est plus remuant, en effet, ça dépend à quoi il va employer ses mouvements, dans quel sens il va canaliser son énergie. Tu vois, Frida utilise très bien son potentiel. Mathilde haussa les épaules. Pas par méchanceté, parce que, décidément, cet homme parlait trop bien pour elle. Ses propos avaient toujours l'air d'être pertinents, alors que ses phrases à elle semblaient toujours inachevées.
Mais tant que son autonomie domestique ne s'en trouvait pas entachée, ni contestée, elle servit son mari. Tandis qu'il défaisait les feuilles qui enveloppaient les tamales, fumant au poulet, Mathilde le regardait, appuyée contre le rebord de l'évier. Les gestes de Guillermo, y compris lorsqu'il mangeait, étaient incroyablement posés. C'était une habitude dans la maison. Guillermo dînait toujours seul pendant que sa femme le regardait en silence. Mathilde avait déjà dîné, en même temps que les enfants, ou dînait après lui. Sitôt son repas fini, l'homme s'enfermait dans le salon et jouait du piano un long moment sur un vieil instrument de fabrication allemande. Quelquefois, il s'enfonçait dans un fauteuil, un livre à la main, et restait des heures à lire. Il lui arrivait aussi de recevoir 1 ou 2 amis avec lesquels il jouait des parties de domino interminables. Tard dans la nuit, on entendait le bruit des dominos en ivoire s'entrechoquant. De cette agonie sans fin qu'a été ma vie, je dirais, j'ai été comme un oiseau qui aurait voulu voler et qui ne pouvait pas. Et qui ne peut accepter son désarroi. D'autant que, instinctivement, par un réflexe incontrôlable partant du plexus solaire et irradiant son système musculaire et nerveux, il essaie de soulever la pointe de son aile, de déployer l'éventail de ses plumes. L'élan vital étant là. Le corps ne répondant pas. Les ailes frémissantes ne pouvant s'ouvrir, retombant lourdement sur le sol. Rien de plus triste à regarder qu'un oiseau tombé à terre, dont les ailes, dès lors anormalement disproportionnées en comparaison avec ses pattes miniatures, ne lui servent plus à prendre l'envol, sinon à douloureusement prendre appui pour marcher. Des ailes si légères, se confondant un instant plus tôt aux nuages bas, devenues soudain si lourdes, qu'elles sont aimantées sans merci par le grès d'une rue gris-plomb ou par le fond caillouteux d'un patio. Enfant, je demandais un jour à avoir le modèle réduit d'un avion. Je me retrouvais avec un déguisement d'ange, je ne sais par quel enchantement, sans doute une idée de ma mère, transformer un avion en ange, c'est plus catholique. J'enfilais la longue robe blanche, de coupe sommaire, probablement cousue par maman, je ne m'en souviens plus, parsemée d'étoiles d'or. Dans mon dos, de grandes ailes en paille tressée, vous savez, comme tant d'objets utilitaires et de jouets fabriqués partout au Mexique, dans tous les pays pauvres. Quel bonheur! J'allais m'envoler. Mais ce ne fut pas possible. Je restais désespérément collée au sol, sans comprendre. Mes ailes ne m'élevaient pas dans les airs, elles pesaient affreusement. Rien à faire pour me soulever contre tout l'espoir contenu dans mon cœur d'enfant. Je regardais autour de moi. Mes yeux interrogeaient. On répondait à demi-mot à mon questionnement, à mon angoisse. On riait un peu aussi. Bientôt, je ne compris plus ce qui se disait. Les adultes devinrent encore plus grands qu'ils n'étaient en vérité, et moi qui aurais tant voulu pour un moment, avec mes ailes, par mon vol, les avoir au-dessous de moi. Ils me semblèrent tous incohérents, comme des êtres de cauchemar. Leurs visages, leurs mimiques, des bribes de leurs propos se mélangeaient dans ma tête. Je ne savais plus moi-même ce que j'étais, ni ce que je faisais là. Ce qui m'entourait se troubla. De toute façon, je me mis à verser un torrent de larmes, et derrière leur buée, je jetais tous les mauvais sorts qu'une petite fille peut inventer sur les gens qui se trouvaient de l'autre côté du miroir, dans leur réalité, et qui n'avaient rien compris. J'ai peint cet épisode de ma vie en 1938. Dans le tableau intitulé « On leur demande des avions et ils vous donnent des ailes en paille », où je me représente, le visage déçu, portant dans les mains l'avion dont j'avais rêvé, les ailes dans mon dos accrochées par des cordons au ciel, mon corps retenu, attaché par des liens cloués au sol.
Comme les ailes fondantes d'Icare, les miennes étaient feu de paille. Les unes et les autres ne tenaient qu'à l'illusoire. C'était sans doute un signe du destin. Une répétition des scènes que le futur, mon chapelet de handicap, me réservait. Enfance. À l'école maternelle, Frida et Christina allèrent ensemble. Elles n'étaient déjà plus toutes petites, c'était l'année qui les préparait à l'école primaire. Longtemps, les sœurs Callot se souvinrent de leur première institutrice. Elle était tellement vieux jeu dans sa manière de se vêtir, dans sa coiffure, dans ses façons, que les enfants n'arrêtaient pas de la dévisager, intrigués. Elle la trouvait bizarre. « Elle a des cheveux faux », disait Frida à Christina. « Pourquoi faux ? Parce que ça se voit. Tu es sûre ? Tu vois bien. »« Mais si, regarde, la drôle de couleur. »« C'est jaune ou c'est marron ? » ?»« Marron et blanc. Ces nattes n'ont pas l'air vraies. »« Elle a un drôle de costume. »« Ce n'est pas un costume, Christy. C'est une robe avec une veste. »« C'est de quelle couleur d'après toi ? » ?»« Noir, très clair. »« Il faudra demander à maman, » dit Christina, préoccupée. « Ce n'est peut-être pas une vraie maîtresse ? » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière « jour », et il nomma les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, et il y eut un matin. Cela semblait durer des heures. L'institutrice racontait des histoires qui n'en finissaient pas de se dérouler comme un écheveau de fil. Elle prenait un ton grave et les enfants sentaient que ce qu'elle disait devait être très important, même si elle ne pouvait pas tout comprendre. Le silence dans la classe était lourd de questions non posées, les yeux s'écarquillaient, les petites bouches s'ouvraient d'étonnement. Dieu créa la Terre. La Terre, c'est une planète. C'est sur la Terre que nous vivons. La Terre est ronde comme un ballon, ou comme une orange. L'institutrice avait recouvert à demi les carreaux des fenêtres avec des feuilles de journaux pour que la classe fût plongée dans la pénombre. « Vous allez comprendre, » dit-elle. Elle roula un petit cylindre de papier journal et l'enflamma. Dans sa main gauche, elle tenait une orange qu'elle faisait tourner autour de la flamme. Et elle continuait d'expliquer. Mais sa voix était devenue très basse et mystérieuse. Pour sûr, elle était en train de raconter des choses qu'il ne faudrait pas oublier. Le jour, la nuit, le soleil, les ténèbres, la terre, le ciel et la lune, et une multitude d'étoiles. Soudain, Frida pâlit. Elle prit peur. Sa culotte en fut toute mouillée. Il y eut instantanément une flaque sous son siège, qui ne pouvait passer inaperçue. À grand-peine, on lui ôta sa culotte pour lui en enfiler une autre, propre, qui appartenait à une petite fille habitant rue Allende. Frida résistait, poings fermés et lèvres serrées. Elle avait tellement honte d'elle que la colère la raidissait pour masquer son humiliation. Ce n'est pas qu'on l'avait grondée, mais c'était insupportable d'être exhibée de la sorte devant ses petites camarades. À dater de ce jour, Frida nourrit une haine farouche à l'encontre de la petite fille de la rue Allende. Un après-midi, Frida la vit sur le trottoir, devant elle. Elle ne put s'en empêcher. Elle courut, se précipita sur la petite et se mit à l'étrangler.
La petite hurla, se débattit, devint toute rouge et tira la langue comme si elle allait vomir. Par chance, un commerçant du quartier passait par là qui sépara l'assaillante de la victime. Mathilde alla présenter ses excuses aux voisins et tout rentra dans l'ordre. « Tu te rends compte de ce que tu as fait, Frida ?» dit-elle à sa fille. « Je ne l'aime pas. Ce n'est pas une raison. C'est une raison. Elle aurait pu mourir et tu aurais pu aller en enfer. Tes parents et tes sœurs seraient morts de chagrin. Quelle catastrophe !» Frida levait la tête au plafond, les yeux fermés. Elle faisait semblant de ne pas écouter. « Frida, est-ce que tu te rends compte ? Si tu ne veux pas être punie, il va te falloir être très gentille et beaucoup prier pour te faire pardonner. »« Je ne l'aime pas !» On ne parle pas sur ce ton à sa maman. Quelle petite fille insupportable. Si tu continues, je vais faire cadeau de toi à quelqu'un. Frida rouvrit lentement ses paupières et prit son air le plus sérieux pour regarder sa mère droit dans les yeux. Des bêtises, il y en aurait d'autres. Un jour, ma demi-sœur, Maria Luisa, était assise sur un pot de chambre. Je la poussai et elle tomba en arrière, avec le pot de chambre et tout. Furieuse, elle me dit « Toi, tu n'es pas la fille de ta maman et de mon papa. Toi, on t'a trouvée dans une poubelle. » Cette affirmation me fit un tel effet que je devins une créature complètement introvertie. Frida Kahlo. Introvertie. C'était peut-être un peu exagéré. De même qu'il est difficile de déterminer la cause à effet. Ce qui est certain, c'est que vers cette époque, Frida commença à apprécier les longs moments de solitude. Même lorsqu'elle n'était pas physiquement seule, elle était capable de s'extraire de ce qui l'entourait pour se plonger dans des histoires qu'elle s'était fabriquées, dans un monde imaginaire qu'elle se créait chaque jour. Ainsi, s'était-elle inventé une amie. Pour arriver jusqu'à elle, le chemin était long. Un long rêve, palpitant. D'abord, il fallait, comme Alice, passer de l'autre côté du miroir. Il suffisait de souffler sur un des carreaux de la chambre et, dans la buée qui s'y collait, de dessiner une petite porte de sortie, tantôt rectangulaire, tantôt à demi ovale. C'est par cette porte que Frida, ou son esprit, s'échappait. Elle avait des ailes aux pieds lorsqu'elle courait dans la rue, jusqu'à arriver à une épicerie qui affichait en grosses lettres le nom Pinson. Avec ses mains, elle écartait un peu le haut de Pinson et se faufilait à l'intérieur de ce qui était le début d'un long puits la menant jusqu'au centre de la terre. Il suffisait de s'y laisser glisser, emporté par la peur et le vertige qui faisaient battre le cœur à tout rompre. Tout en bas, dans l'obscurité et la chaleur qui rendaient les contours des choses plus flous, où l'on chutait comme dans un film au ralenti, il y avait la demeure de l'amie qui l'attendait. Elle était muette, mais très démonstrative, silencieusement gaie. Chaque jour, Frida lui racontait par le menu sa vie et ses tourments, ses histoires de classe, ses sœurs et ses parents, la rougeole et la varicelle, les espiègleries, ses rêveries, ses questionnements. Son amie l'écoutait attentivement. Ses yeux dans l'ombre brillaient comme des étoiles et ses gestes la réconfortaient. Puis, elles dansaient toutes deux jusqu'à l'ivresse dans ce lieu hors du temps. L'amie était aussi légère qu'immatérielle. Elle s'évaporait aussitôt que Frida, revigorée et exaltée, forte de posséder un secret immense qu'elle seule connaissait, décidait de remonter à la surface, plus légère elle aussi, d'avoir pu vider son cœur et délivrer sa fantaisie. Elle repassait par le haut de Pinson et franchissait de nouveau la porte dessinée dans la buée, effacée ensuite du revers de la main. Je courais avec mon secret et ma joie jusqu'au fin fond du patio de ma maison. Et dans un coin, toujours le même, au pied d'un grand cèdre, je criais et riais.
dans l'étonnement de me trouver seule avec mon grand bonheur, et le souvenir si vivant de la petite fille. Frida Kahlo. Et la vie reprenait, comme si de rien n'avait été. Et avec elle, les prières que Mathilde exigeait que ses enfants récitent avant chaque repas, les fous rires irrépressibles de Frida et Christina à table. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.